Bonsoir. L'Arc de Triomphe et la Marseillaise de Berlioz en partagent en quelque sorte entre le président sortant et son successeur, image hautement symbolique de deux événements qui se sont en quelque sorte télescopés. L'élection hier de Jacques Chirac comme 5e président de la 5e République avec 52,6% des suffrages et la célébration solennelle ce matin à l'Étoile du cinquantenaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Deux événements sur lesquels nous allons revenir largement au cours de cette édition spéciale de la rédaction en compagnie d'Étienne Lénart et de Daniel Bilalian. Ce matin donc, deux événements ont marqué la France, deux événements en parallèle, l'élection présidentielle et les cérémonies du 8 mai 1945, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Ce double événement a été concrétisé, vous l'avez vu à l'instant, par la présence côte à côte du président de la République, M. Mitterrand, et du nouveau président de la République élu, M. Jacques Chirac. Philippe Rochaud. François Mitterrand avait promis de réserver la place d'honneur à son successeur et ce matin c'était chose faite. Le président élu Jacques Chirac était à sa droite pour ce défilé du 50e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant toute la cérémonie, les deux hommes n'ont pas cessé de parler. En affichant cette tranquille assurance, François Mitterrand et Jacques Chirac montrent à la France et aux 80 pays représentés par leurs chefs d'État et de gouvernement qu'ils veulent une transition tranquille, digne et sans accroc. Et on le sent aussi au moment de la Marseillaise. Mais avant ce défilé militaire, ce fut un défilé de couleurs sous une douceur printanière. Le vert de l'épouse d'Omar Bongo, le président du Gabon. Le rouge avec le président Abdou Diouf du Sénégal. Le vert pour la reine Sophie d'Espagne aux côtés de Juan Carlos. Le jaune canari pour Daniel Mitterrand. Jacques Chirac portait comme hier soir un complet gris, mais l'homme paraissait détendu quand il a serré la main au vice-président américain Al Gore, représentant Bill Clinton, pour cette cérémonie de la victoire alliée sur le nazisme. Jacques Chirac a fait un écart remarqué pour saluer le chancelier Helmut Kohl, absent des cérémonies anniversaires du débarquement de Normandie, mais bien présent aujourd'hui à Paris comme symbole de la réconciliation. Sous l'œil d'Édouard Balladur, ce sera l'affaire du foulard qui va attirer l'objectif des photographes. Jacques Chirac a remarqué que Daniel Mitterrand avait laissé choir son foulard jaune. C'est la galanterie qui va dicter le geste du nouveau chef de l'État. Madame Mitterrand le remercie d'un sourire. Le président de la République, qui vit les derniers jours de son double septennat, arrive 10 minutes plus tard. La démarche de l'homme est sûre et tranquille. Il sait pourtant que la journée sera pour lui harassante sous un soleil de plomb. Les troupes en rue avec l'amiral Langsade. Puis ce sera la gerbe au tombeau du soldat inconnu. Plus qu'un rituel aujourd'hui, c'est sa dernière cérémonie du 8 mai en tant que chef d'État. La première aussi en présence de son successeur, Jacques Chirac. Mais quel éclat pour ce cinquantenaire! 2500 hommes et 80 véhicules vont défiler sur les Champs-Élysées devant 80 chefs d'État et de gouvernement. 10 000 invités autour de François Mitterrand et de Jacques Chirac, dont une majorité d'anciens combattants. 2 heures de cérémonie du cinquantenaire, au travers desquelles on aura surtout salué la fin du double septennat de François Mitterrand et l'arrivée du nouveau chef d'État, Jacques Chirac. Signe de la bonne entente, les deux hommes s'embarqueront ensemble dans le même autobus pour le palais de l'Élysée. Nous reviendrons tout à l'heure en compagnie d'Étienne Lénart avec de nombreux invités, de très nombreux reportages sur ces commémorations du cinquantenaire de la défaite allemande, le 8 mai 1945. Après une courte nuit, le président élu a eu une journée déjà bien remplie. Cérémonie du 8 mai, on l'a vu, déjeuner à l'Élysée, visite à Michel Debré, considéré comme le père de la Constitution de la Ve République, mais aussi consultation politique à l'Hôtel de Ville. Reportage Véronique Saint-Olive. Quelques heures à peine après son élection, Jacques Chirac ce matin a foulé le tapis rouge de l'Élysée. Le calendrier et l'histoire se sont rejoints. Et c'est ainsi que l'ancien et le nouveau président de la République ont posé pour ce 8 mai 1995, côte à côte, avec près de 66 chefs d'État et de gouvernement, avant de déjeuner tous ensemble. Une occasion privilégiée pour le président Jacques Chirac de rencontrer ses homologues à l'abri des objectifs. Jacques Chirac est ensuite reparti à l'Hôtel de Ville pour une brève pause. Quelques instants plus tard, le président de la République très décontracté remonte en voiture avec son épouse.
Il ne semble pas pressé et le temps d'un feu rouge engage la conversation. Jacques Chirac se rend en fait au domicile de Michel Debré, juste derrière le Sénat. Une visite privée pour le compagnon du général de Gaulle, le père de la Constitution. Et c'est Madame Chirac qui apporte les fleurs. La nouvelle s'est répandue dans la rue. Alors vers 16 h, les badauds sont là. Pour une rencontre bon enfant, le nouveau président de la République n'a pas changé ses manières. En fin d'après-midi, Jacques Chirac a remis sa casquette de maire pour recevoir, comme tous les ans à pareille époque, les anciens combattants et compagnons de la Libération. Jacques Chirac achève donc ici, à l'hôtel de ville, sa première journée de président de la République. Juste avant la cérémonie officielle, il a reçu Alain Juppé en tête-à-tête. Rien n'a filtré de cet entretien avec le président par intérim du RPR, qu'on dit aussi Premier ministre probable. Ce soir, Jacques Chirac doit dîner ici, tranquillement en famille. Contrairement à la rumeur, aucun déplacement n'est prévu à Colombelles et deux églises, mais il est vrai que les jours à venir seront très chargés. Invité de notre édition spéciale ce soir, un homme jeune, et même un jeune homme, François Baroin, qui a profité de cette campagne pour se faire connaître. Il est sans doute aujourd'hui l'un des plus proches, en tout cas le porte-parole de M. Jacques Chirac, le nouveau président de la République. On verra tout à l'heure si nous parlerons du prochain Premier ministre, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, on dit que la fonction transforme l'homme. Entre le candidat Jacques Chirac, que vous avez suivi tout au long de cette campagne, et le président de la République, y a-t-il un changement en 24 heures? Non, on ne peut pas dire ça. On peut simplement dire l'expression d'une très grande joie, bien sûr, d'une très grande satisfaction et d'une immense sérénité. Et en même temps, pour l'avoir suivi entre 18 h et 20 h, c'est-à-dire juste avant l'annonce des résultats officiels de cette élection, je dirais la mesure de la tâche immense qui pèse sur ses épaules et la mesure également de la responsabilité immense qui est la sienne aujourd'hui au regard des défis que nous avons à relever, que le pays a à relever, même notamment en termes de chômage et d'exclusion, qui sont ces deux priorités. Et je l'ai tout de suite vu et je trouve que c'est aussi l'expression de sa volonté d'incarner ce changement, et ce changement, on l'a vu sur son visage dès hier soir. Alors l'élection a été tangente jusqu'au dernier moment, jusqu'à ces derniers jours en tout cas. Est-ce qu'au moment où les résultats ont été proclamés hier soir à 20 h, il a eu un mot, il a eu une parole envers ses collaborateurs qui se trouvaient juste autour de lui et sa famille? Il était entouré de son comité politique, c'est-à-dire des personnalités qui l'ont accompagné dans cette campagne tout au long de ces 3 ou 5 derniers mois. Il a eu simplement une réflexion qui était, me semble-t-il, très juste, c'était « notre pays a besoin de changer ». Et c'est le message qu'il nous a délivré juste avant de partir, soit pour les plateaux de télévision, soit pour le QG de campagne. Alors vous avez été tout au long de cette campagne très proche de Jacques Chirac. À un moment donné, ce n'est un secret pour personne, vous n'étiez plus très nombreux. Alors M. Chirac ne nous dira jamais, mais est-ce qu'à un moment donné, autour de lui, vous avez envisagé de renoncer à cette élection? Est-ce qu'à un moment donné, il s'est senti découragé? Non. Moi, ça fait 2 ans personnellement que je suis à ses côtés et beaucoup n'ont pas varié au gré des sondages ou au gré de l'évolution de l'actualité et de la vie politique. Tout le monde autour de lui a été guidé par sa volonté de porter un projet politique de changement en profondeur et également en douceur pour notre pays. Évidemment, parfois, il a eu des réflexions qui pouvaient surprendre, qui pouvaient étonner, qui pouvaient éventuellement inquiéter, mais qui rassuraient toujours, parce qu'il nous a toujours expliqué qu'il était déjà au lendemain de l'élection. Il était le lundi matin. Qu'est-ce que l'on va faire? Quelles sont les réformes que nous allons engager? Quelles sont les mesures que nous allons prendre? Nous allons en parler précisément dans un instant, François Baroin. En tout cas, Paris, hier, a voté à 60% pour son maire. Jacques Chirac, qui l'a emporté dans plus des 2/3 des départements français, a obtenu un véritable plébiscite dans la région PACA et notamment dans le département des Alpes-Maritimes, avec 65,4% des voix, le meilleur score de la majorité depuis 30 ans. Reportage Alban Mikosi, Didier Beaumont. La Côte d'Azur, c'est un des bastions de Jacques Chirac. Le maire de Paris y a obtenu 2/3 des suffrages exprimés. Cet après-midi, Nice offre le visage serein des électeurs satisfaits. Je suis très heureuse aujourd'hui d'afficher mes opinions et de dire que la France va prendre un nouveau départ. 14 ans de socialisme, c'était le ras-le-bol. Le ras-le-bol, et ça prouve que Jacques Chirac est passé haut la main dans les Alpes-Maritimes. L'appel à voter blanc du Front National n'a pas été entendu. Seuls 4% de bulletins nuls ont été comptabilisés. Pour autant, les prochaines élections municipales ne sont pas dénuées de suspense.
5 listes UDF-RPR se déchirent déjà et la droite modérée joue à se faire peur. Le RPR a tout à fait les moyens de convaincre naturellement, je dirais, tous les responsables qui sauront et qui devront s'unir derrière le champion que nous aurons choisi mardi. S'il y avait quelques récalcitrants, je suis très précis et très ferme, ils devraient prendre à ce moment-là leurs responsabilités. L'actuel maire de Nice, le RPR, Jean-Paul Baretti, attend toujours l'investiture officielle de son mouvement. Pour garder son fauteuil de maire, il lui faudra battre au second tour et la liste d'Union de la gauche et celle de l'ancien Front National Jacques Perrat, très bien implanté. À un mois seulement du scrutin, rien n'est joué. Chaque fois qu'un nouveau président de la République est élu dans notre pays, une ville ou un village rentre dans l'histoire. Souvenez-vous, il y a eu Colombelles et deux églises pour le général de Gaulle, Montboudive dans le Cantal pour M. Georges Pompidou, Chamalières pour M. Giscard d'Estaing, Château-Chinon pour M. Mitterrand. Et aujourd'hui, c'est Saran en Corrèze pour le président Jacques Chirac et aussi un village au nom prédestiné. Reportage Dorothée Lyrique, Alain Dubas. Pour les rêveurs et les militants, cela pourrait être la capitale de la Chiraquie. En fait, ce n'est qu'un petit village de Corrèze, au nom quelque peu prédestiné. Et puis, on est chiracois et chiracoise, pas chiracien et chiracienne. Pour prolonger l'émotion de la veille, Robert a invité quelques amis de Chirac, enfin du village. C'est la Chiraquie. Je pense qu'il le faut. Je pense qu'il nous fallait un président corrézien, il nous fallait un président fort. On l'a. On est ravis. Comment vous l'appelez entre vous À nous, c'est le Grand Jacques. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Grand par la taille, mais grand aussi, je pense, parce qu'il représente. À une quarantaine de kilomètres vivent d'autres fervents supporters du nouveau président. Saran, 300 habitants, plus de 70% pour Chirac. Pas étonnant, c'est ici que Jacques Chirac vote. Mais on connaît M. Chirac depuis longtemps, c'est quelqu'un de très simple, très simple, oui, qui ne nous impressionne pas outre mesure, quoi. C'est pas le noble du coin, hein. C'est quelqu'un, quand il vient, il vous serre la main, il vous tape sur l'épaule, il vous tutoie, il vous paye un coup au café. C'est un peu comme quelqu'un comme vous et moi. Hein. Vous pensez que ça peut devenir d'une certaine façon un peu le nouveau Latché? Vraisemblablement. Ça l'est déjà, on voit déjà beaucoup de voitures qui circulent, des voitures étrangères, et vraisemblablement c'est ce qui se passera pour Saran. Ce que viennent voir les touristes, c'est le château de Bitty, à quelques centaines de mètres du centre du village. Il est là, majestueux mais discret. Jacques Chirac l'a acheté un jour de mars 68. À l'époque, les gens du pays appelaient Chirac le jeune homme élégant. Ils lui prédisaient déjà un grand avenir. À gauche, l'entre-deux-tours aurait pu être sous-titré « La grande illusion » ou encore « Faisons un rêve ». Pendant 2 semaines, en effet, les électeurs de gauche ont rêvé à la victoire avec cette défaite d'avenir, pour reprendre les termes de Laurent Fabius. Lionel Jospin est en tout cas devenu un personnage incontournable, comme l'on dit, du paysage politique et le leader naturel de la gauche non communiste. Sur un lendemain de défaite apparemment sans amertume, un reportage de Roland Sicard et Hervé Pozzo. Un simple particulier qui sort de chez lui avec son fils, mais oui, malgré ses lunettes de soleil, vous l'avez reconnu, c'est Lionel Jospin. Et vous n'êtes pas les seuls à l'avoir reconnu. La preuve, très vite, le dialogue s'installe. Ah, je suis contente de vous voir, je suis trop contente de vous voir, le dialogue. Ah, je suis trop contente de vous voir. Moi, j'étais pour vous depuis janvier, je suis toujours avec vous. Ça, bravo, oui. Et vous allez tous les avoir. Et ici, Lionel Jospin est sorti, c'est pour aller chercher sa fameuse R19 cabriolet. Car les Jospins partent se mettre au vert après un dernier arrêt. Merci beaucoup pour l'espoir que vous nous avez donné. Merci beaucoup. Bon courage. Et pendant que Lionel Jospin s'éloigne, prend du recul, au Parti socialiste, on tente de préparer l'avenir. C'est qu'avant la présidentielle, Lionel Jospin se plaçait dans la minorité du parti. Le premier secrétaire, Henri Emmanuelli, s'est même opposé à lui au moment de l'investiture. Mais aujourd'hui, la direction du PS l'admet, tout a changé. Maintenant, Lionel Jospin est un des principaux socialistes, un membre de la direction du Parti socialiste. Il faut sans doute lui trouver une place dans un dispositif, mais c'est à lui de savoir et de dire ce qu'il veut, ce qu'il entend faire dans les mois et les années qui viennent.
En tout cas, au quartier général de Lionel Jospin, tout le monde en est convaincu. Cette place qui reviendra au candidat du PS devrait être une place de premier choix. Car il faut dire que 47% et plus, c'était un score inespéré pour le Parti socialiste après les 14% par exemple réalisés aux dernières élections européennes. En d'autres termes, Lionel Jospin a réussi au cours de sa campagne à rendre sa crédibilité au Parti socialiste, à en refaire une force d'alternance, et le voilà tout naturellement placé dans le rôle de véritable patron de l'opposition. C'est lui qui devrait conduire la recomposition de la gauche, c'est lui qui devrait conduire la prochaine bataille des élections législatives qui auront lieu dans 3 ans. Bref, les socialistes rêvent déjà de revanche. La politique est un éternel recommencement. Lionel Jospin, conseiller général de Sainte-Gabelle dans les Hauts-de-Garonne, a obtenu ses meilleurs scores dans le sud-ouest, majorité absolue dans 6 départements sur 8 en région Midi-Pyrénées, et comme pour François Mitterrand en 81 et en 88, c'est l'Ariège qui a donné le meilleur score national au candidat socialiste, 59,8% des voix. Reportage Isabelle de Lyon, Olivier Combe. À Ozat, on compte les points au concours de boules. Pour le match Jospin-Chirac, c'est réglé depuis hier 18h. Dans ce canton de l'Ariège, on a voté Jospin à 69%. C'est un peu la tradition des anciens pastoureaux, des anciens chasseurs d'ours, des gens qui sont habitués à faire un effort, à avoir quelque chose de très dur et ont une tradition à gauche. L'Ariège aussi est un département des plus pauvres. Donc quand on est pauvre, en général, on vote à gauche, quoi. Voilà. Ici, on va à l'usine et on craint pour son avenir. On vivote chichement de l'agriculture de montagne. Mais on se rappelle que les mineurs du canton figuraient parmi les pionniers de l'autogestion au début du siècle. Et depuis la libération, on a le socialisme chevillé au corps. Nous sommes toujours restés en section, comme ça bien structuré. Il y a sur 11 maires du canton, nous en avons 9 qui sont au Parti socialiste. Nous sommes très attachés aux idéaux de justice, d'égalité, de fraternité. Et c'est ce qui explique qu'en zone rurale, le candidat socialiste réalise souvent un très bon score. C'est ce qui explique aussi leur désappointement aujourd'hui. Moi j'étais déçu parce que ma chèque est passé. Faudra dire quand même à M. Chirac qu'il ne nous oublie pas. Hein. Parce que maintenant, c'est lui qui est passé. Hein. C'est pas parce qu'on a voté socialiste qu'il faut qu'il nous oublie. Mais Jacques Chirac n'est pas arrivé à rester sur les panneaux électoraux. Et l'Ariège vue de Paris, c'est loin. Si vous nous avez suivis hier soir, et vous nous avez suivis, puisqu'à certains moments vous avez été plus de 10 millions à regarder France 2, vous avez pu constater que du côté du gagnant, comme du perdant d'ailleurs, la foule était là pour féliciter ou consoler son candidat. Des deux côtés d'ailleurs, l'ambiance était à la fête et les deux candidats se sont même téléphonés après les résultats de 20 h. Guylaine Chenu, José Léon-Lapierre reviennent sur ces événements de la soirée. 20 h, une onde de choc parcourt l'avenue d'Iéna. La tension s'est relâchée, plus rien n'arrête la joie des supporters de Jacques Chirac. Et comme dans tous les grands moments, une Marseillaise s'improvise. C'est génial, mais j'arrive pas encore à réaliser. C'est un grand jour, un grand beau jour. J'embrasse la terre entière, tellement je suis heureuse. C'est génial, vive Chirac! De l'autre côté de la Seine, une toute autre émotion envahit la maison de la chimie. Et ce sont les aînés, plus coriaces, qui consolent les novices. Faut pas pleurer, tu vas voir, on gagne là. Dans les derniers jours, à gauche, beaucoup avaient rêvé d'une surprise. À 20 h, il faut revenir sur terre. C'est bien une défaite, mais dans l'honneur. 48%, ça veut dire qu'on a retourné déjà un nombre de gens assez phénoménal et je crois qu'il ne s'en remettra pas pour Chirac. Aujourd'hui, c'est une petite victoire et c'est vraiment pas fini. C'est très ric-rac. À la santé du vainqueur, à 2 pas du bureau du maire de Paris, on s'embrasse et le champagne s'impose. C'est un peu de bonheur que j'ai fait depuis le mois de février. Et j'ai dit qu'il allait terminer à 51,99. Dehors, ils sont des milliers à s'être déplacés dans l'espoir de le voir, de boire les premières paroles du nouveau président. Il est 20 h 15. Lionel Jospin quitte son QG de campagne rue du Cherche-Midi. Il est battu, mais dehors, c'est une ovation qui l'attend. Un peu plus loin, maison de la chimie, c'est un bain de foule.
Ses premiers mots seront pour Jacques Chirac. Lionel Jospin lui souhaite bonne chance avant d'évoquer l'avenir. Il n'est pas président, mais la gauche a gagné un leader. Vive la République et vive la France! Je serai le président de tous les Français, promet Jacques Chirac. À 21h, il remercie ses électeurs. Il parle d'espoir retrouvé. Premier bain de foule. Au diable le protocole, on en profite. Ce soir, le nouveau chef d'État est encore accessible. Il n'y aura pas de discours, mais la soirée ne va pas s'arrêter là. Pas question de rentrer chez soi quand on a le cœur qui déborde. Leur joie, les Parisiens veulent la partager. La plupart, sans se donner le mot, ils vont se retrouver par milliers sur les Champs-Élysées, autour de l'obélisque illuminé. Côté socialiste, malgré ou peut-être à cause de la défaite, personne n'a envie de se séparer. Il est 22h, extinction des feux et direction la rue de Solferino. Au siège du Parti socialiste, dernier bain de foule et dernière ovation pour Lionel Jospin. Une nuit presque blanche aussi dans toutes les grandes villes de France. À Nice, à Marseille, la même envie d'exprimer sa joie dans la rue, au milieu du concert des klaxons et de la cacophonie d'orchestres improvisés. À Rennes aussi, on sort les drapeaux et partout, le même désir, l'unique désir, celui de faire la fête. En province aussi, les soirées sont plus courtes à gauche, plus courtes et plus silencieuses. Les visages sont fermés, l'ambiance est à la déprime. Place de la Concorde à Paris, dernier feu de la fête. Et dans la chaleur d'une nuit d'été, ceux qui ont bien l'intention d'attendre de voir le soleil se lever. La fête a duré jusqu'au bout de la nuit. Le soleil se lève à peine et déjà, d'autres sont au travail. Sur les Champs-Élysées et à la Concorde, place aux cérémonies du 8 mai. Pour l'instant, Jacques Chirac a un statut un peu hybride, celui de président élu. Le 22e président de la République française exercera les nombreuses prérogatives de chef d'État, de la nomination du Premier ministre aux autorisations de mariage posthume, seulement après validation de l'élection par le Conseil constitutionnel dans les prochains jours, et surtout après la cérémonie de passation des pouvoirs, au plus tard le 20 mai, sans doute au début de la semaine prochaine. Précision avec Michael Darmon. Pour passer de l'hôtel de ville au palais de l'Élysée, Jacques Chirac doit attendre la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Délai maximum 10 jours, mais cela pourrait arriver plus tôt. Puis ce sera la passation de pouvoir. Le mandat de François Mitterrand expire le 20 mai à minuit, mais là aussi on prête au président sortant l'intention de quitter son fauteuil présidentiel au début de la semaine prochaine. C'est à ce moment-là que le nouveau chef de l'État va nommer son Premier ministre. Le gouvernement, une fois formé, le septennat Chirac peut commencer. À l'Assemblée, les parlementaires pourraient travailler bien au-delà du 30 juin, en session extraordinaire. Enfin, il faut s'attendre à 2 référendums, un sur l'éducation, un sur l'Europe, après révision de la Constitution. Ce serait peut-être pour septembre. Monsieur François Baroin, un mot seulement sur le calendrier. La passation des pouvoirs entre Monsieur Mitterrand et Monsieur Chirac est-elle déjà définie? Non, on n'a pas d'éléments particuliers. Ça devrait se situer aux alentours du 17. Bien. Et pour ce qui concerne le gouvernement? Ah, tout de suite après? C'est au président de la République de le décider. Bien. Vers 21h hier soir, dans son allocution de remerciement, Jacques Chirac affirmait, je le cite, « mesurer la difficulté de la tâche qui nous attend ». Le président élu, dès cette première allocution, rappelait la priorité numéro 1 de son action. Notre bataille principale a un nom, la lutte contre le chômage. Les remèdes classiques ont fait long feu. Il faut une nouvelle approche, de nouvelles méthodes. Il faut, avant de prendre quelque décision que ce soit,
se poser la question, est-ce que c'est bon pour l'emploi? Toutes les initiatives seront soutenues, toutes les énergies seront mobilisées, toutes les réussites seront encouragées. Selon certains témoignages, Jacques Chirac, à l'annonce du résultat hier soir, aurait confié « Maintenant, il va falloir réussir ». Avec la perspective redoutée d'un troisième tour social, les rendez-vous internationaux, le G7, le Conseil européen de Cannes, Jacques Chirac n'aura guère le temps de se reposer avant de s'atteler aux dossiers les plus urgents. Avec Ève Mété, un aperçu des premières mesures à prendre. Dès cet été, le nouveau gouvernement devrait mettre en place le contrat initiative emploi. Un contrat de travail réservé aux chômeurs de longue durée. Il s'agit pour l'employeur d'une exonération totale des charges sociales et d'une prime mensuelle de 2 000 francs pendant 2 ans. Pour les autres contrats, Jacques Chirac souhaite accélérer la politique d'allègement de charges. Temps de travail, le nouveau président ne prône pas de réduction généralisée. En revanche, une allocation dite de libre choix serait versée au père ou à la mère dès la naissance d'un premier enfant. La feuille de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi, a déclaré Jacques Chirac. On attend donc pour le SMIC un coup de pouce le 1er juillet. Un relèvement de la TVA aurait les faveurs du nouveau président pour financer notamment les allègements de charges sociales. Elle pourrait rapidement passer de 18,6 à 20%. Pour l'impôt sur le revenu, Jacques Chirac souhaite diminuer le nombre de tranches et ramener le taux maximum d'imposition de 56,8% aujourd'hui à 50%. Le programme de privatisation devrait se poursuivre. Jacques Chirac en attend 50 milliards de francs par an. Enfin, le logement, de nouvelles aides à l'accession à la propriété devraient être créées. Bénéficiaires, les familles gagnant entre 9 000 et 18 000 francs bruts par mois. Alors avec vous François Barouin, nous allons examiner ce calendrier économique et social. Mais d'abord, je sais que vous voulez dire un mot à propos de M. Jospin. Oui, simplement un mot pour saluer la déclaration noble d'hier soir de Lionel Jospin, qui a souhaité bonne chance à Jacques Chirac après l'avoir félicité pour son élection. Et je trouve que c'était dans le droit fil du débat d'il y a quelques jours qui a opposé Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et je trouve que c'est un signe de maturité politique, modestie, respect de l'adversaire et souci de se battre pour ses idées en respectant l'autre. Alors maintenant au travail, il y a un calendrier. M. Chirac en a déjà fixé les contours pendant la campagne avec des priorités. La première priorité, M. Seguin l'a déjà annoncé aujourd'hui, ce sont des mesures spectaculaires pour ce qui concerne l'emploi. Et il a dit dès avant le 14 juillet. Ce serait quoi ces mesures? Bon, tout d'abord, c'est le gouvernement qui sera sous l'autorité du Premier ministre nommé par le Président de la République qui donnera le calendrier, mais il faut s'appuyer sur les déclarations et les projets de Jacques Chirac dans le cadre de cette campagne. Il a dit ce qu'il fera s'il était élu, il fera ce qu'il a dit maintenant qu'il est élu. Sur le front du chômage, je crois que tout le monde est bien conscient du fait qu'il y a urgence, et urgence à lutter notamment sur 2 fronts. Le premier, c'est le chômage de longue durée. Nous avons 1 300 000 personnes qui sont actuellement sur le carreau depuis plus d'1 an. Une augmentation de 30% du chômage de longue durée, une augmentation de la durée moyenne du chômage. Il y a donc des mesures très fortes, d'urgence et prioritaires à prendre. C'est l'idée du contrat initiative emploi, c'est-à-dire un contrat spécifique pour les chômeurs de longue durée, exonération de toute charge sociale pendant 2 ans, plus une prime mensuelle de 2 000 francs pour les entreprises qui embaucheront quelqu'un qui est sans emploi depuis plus d'1 an. Le chômage des jeunes, naturellement. Lorsque l'on voyait les scènes de l'IS hier soir, il y a une génération Chirac, c'est la génération des 20-25 ans. C'est aussi celle qui est le plus touchée par le chômage. 28% des 18-25 ans sont actuellement sans emploi. Il y a donc là encore, me semble-t-il, des mesures très fortes à prendre. Jacques Chirac a donné des précisions sur ce flanc. Alors pour d'autres mesures, comme le coup de pouce au SMIC, ça c'est une décision qui sera prise très rapidement? Ça appartient au gouvernement, mais là encore, il y a eu des engagements qui ont été pris. Alors sur les salaires, on sait que d'une certaine façon, c'est M. Chirac qui a relancé l'idée que l'on pouvait augmenter les salaires puisqu'il y avait de la croissance. Comment va-t-il agir dans ce domaine-là? Est-ce qu'il va laisser agir le CNPF et les syndicats? Est-ce qu'il va réunir une grande réunion nationale? Là encore, qu'on se comprenne bien, on est à 24 heures au lendemain de l'élection présidentielle. Il ne m'appartient pas ce soir de dire ce que fera le gouvernement naturellement. Ce que je veux dire, c'est que ça part d'un constat. Lutte contre la pensée unique, il paraît que le salaire et l'emploi étaient opposés. La réponse a été clairement non et Jacques Chirac a dit 1 franc de plus sur une feuille de paie. Ce n'est pas 1 franc qui est perdu pour l'économie, c'est 1 franc qui est épargné, qui est consommé. Par conséquent, il faut avoir une approche dynamique de l'économie. Et dans cet esprit, déjà, des contacts ont été engagés entre les responsables syndicaux et le patronat. Il y a une rencontre en juin. De quelle manière le gouvernement et les pouvoirs publics y prendront part, ça c'est au gouvernement d'y répondre.
Pour ce qui concerne l'augmentation provisoire de la TVA, vous savez, chaque fois qu'on parle d'une augmentation provisoire en France, on voit se profiler une augmentation au contraire de longue durée. Je crois que là-dessus, l'idée force de Jacques Chirac, c'est de faire un audit à l'impulsion du gouvernement, en collaboration avec le Parlement qu'il souhaite revaloriser dans son travail au quotidien de législateur et de contrôleur de l'action gouvernementale, avec l'appui naturellement de la Cour des comptes. Et c'est à l'issue de cet audit que l'on verra quelles sont les économies que l'on est capable de faire sur le train de vie de l'État. Et d'une certaine manière, si on vous dit à vous, vous dépensez plus que vous ne gagnez, faites des économies de 3% à la fin du mois, je ne vois pas pourquoi ce qui est possible pour une famille ou pour vous-même, M. Bilalian, ce ne serait pas possible pour l'État. Alors les syndicalistes ont prévenu déjà dès hier soir, M. Blondel, Mme Notat, qu'ils surveillaient de très près les décisions qui allaient être prises. Est-ce que vous craignez ce que l'on a appelé un peu pompeusement le troisième tour social qui vous guetterait ? Mais l'idée d'un troisième tour social, ça voudrait dire au fond une sanction des Français à l'égard du suffrage universel, ce qui n'a pas de sens. En revanche, les syndicats ont tout à fait raison, naturellement, et ils sont dans leur rôle de faire en sorte, d'une part, de préserver les acquis sociaux et d'autre part, de faire avancer aussi le monde du travail. C'est vrai qu'il y a des évolutions naturelles et nécessaires sur le temps partiel, sur la réduction du temps de travail. Tout ça, ce sont des débats qui seront ouverts avec l'ensemble des responsables politiques, patronaux et syndicaux. Dernière chose, est-ce que des décisions symboliques des premiers jours de présidence de M. Chirac vont être prises et quelles sont-elles, si vous les connaissez ou si vous en avez une idée? Écoutez, je suis convaincu qu'il en prendra et je suis convaincu qu'il vous en livrera la confidence. Et la dernière chose, on parle beaucoup de M. Juppé comme Premier ministre. Là encore, c'est une décision qui lui appartiendra. Il vous l'annoncera prochainement. Merci. Voyons maintenant quels sont les hommes qui se trouvent autour du nouveau président. En fait, ceux qui constituent d'abord ce que l'on peut appeler la vieille garde, les nouveaux venus, ceux qui se sont également ralliés à la candidature de M. Jacques Chirac. Nathalie Saint-Cric, Michael Darmon. Ce soir-là, au balcon, le président et ses hommes, ceux de toujours, presque la famille, RPR bien sûr, mais aussi quelques cousins, UDF, eux, plus fraîchement convertis. Il y a d'abord Alain Juppé, l'homme de confiance, il veille sur le RPR, il pourrait bien s'installer dans quelques jours à Matignon. Jamais bien loin, Philippe Seguin, le bouillant concurrent d'Alain Juppé, sa terre d'élection c'est l'Assemblée nationale, il dit vouloir en rester le président. Il est devenu chiracien quand l'UDF penchait pour Balladur. Pour cette raison, Alain Madelin, le libéral, pourrait être un des éléments clés du nouveau gouvernement, avec dans son sillage Hervé de Charette et Charles Millon. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui étaient là quand plus personne n'y croyait. Jacques Toubon, Jean-Louis Debré ou encore Bernard Ponce. Et il y a ceux qui sont arrivés là quand tout le monde commençait à y croire. François Bayrou, président des centristes, aujourd'hui il se bat pour la parité UDF-RPR dans le futur gouvernement. Et puis, il y a Giscard qui supervise l'Europe, l'international. Mais s'il a soutenu Jacques Chirac, ce n'est pas pour rester aujourd'hui spectateur. Spectateurs en revanche, certains le resteront. Le tandem Sarkozy-Léotard, ils ont annoncé entre les deux tours qu'ils voulaient prendre du champ. D'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment le choix. Enfin, Charles Pasqua, dans l'entourage de Jacques Chirac, on estime aujourd'hui pouvoir aisément se passer de son soutien. Quant à Édouard Balladur, il observe et attend, on ne sait jamais. Comme François Mitterrand en 81, Jacques Chirac hier soir a en quelque sorte dédié sa victoire à ses parents. La similitude ne s'arrête pas là. François Mitterrand et Jacques Chirac, qui se sont très sévèrement combattus, ont eu un destin assez parallèle après plusieurs dizaines d'années de vie politique avec des hauts mais aussi des bas, avec la prise en main d'un grand mouvement politique et un travail inlassable sur le terrain. La troisième tentative pour conquérir l'Élysée fut la bonne. Avec Patricia Charnollet, portrait de Chirac, Jacques, René. Jacques Chirac a été un enfant aimé, adoré par sa mère. Ses 4 grands-parents étaient tous instituteurs et corésiens, et c'est dans cette terre rue des Belles que sont nées ses racines paysannes. À 17 ans, après le bac, Jacques Chirac se dit qu'il n'est pas fait pour les études. Alors, il lève l'ancre, il s'engage sur un cargo. Jeune homme libre, il rêve d'aventure. Quelques mois plus tard, de retour à Paris, il signe l'appel de Stockholm qui réclame l'interdiction absolue de l'arme atomique. Tenté un instant par la gauche, il sera un étudiant assidu à Sciences Po, où il rencontre sa future femme, Bernadette Chaudron de Courcelles. Mais la guerre l'attend en Algérie. Pendant 2 ans, sur un piton, isolé, tout près de la frontière marocaine, il apprend l'art du commandement. À son retour en France, après l'ENA, il entre au cabinet de Georges Pompidou, et à ses côtés, il découvre l'engagement politique et il prend des leçons.
Georges Pompidou m'a dit, eh bien Chirac, vous allez avoir un strapontin dans le gouvernement. Et il a ajouté, et n'oubliez jamais une chose, ne vous prenez pas pour un ministre. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Lui ne s'est jamais pris pour un président. Enfin, je veux dire, il en a assumé toutes les responsabilités, etc. Mais comme on dit, ça ne lui est jamais monté à la tête. Ah ben toi, tu vas aller faire... Ah ben toi, tu vas... En 1967, Jacques Chirac est élu député de Corrèze. Tu ne fais pas de ville, toi. Non, je suis comme toi. Ouais. Toi, tu vas pas t'en faire guère mieux. T'as un bon place où? Oui. Georges Pompidou en fait un secrétaire d'État aux affaires sociales. Il sera ensuite ministre. À l'agriculture, à l'intérieur, à ses amis, il apparaît alors comme incroyablement actif, débordant de vitalité, conquérant. Je voyais un beau jeune homme, ardent sur ses dossiers, ardent sur la vie. Comment ne pouvait-on pas l'être en travaillant avec Pompidou, d'ailleurs? La mort de Georges Pompidou est pour Jacques Chirac la fin de l'apprentissage. Il est maintenant un acteur de la politique, avec ses violences, ses trahisons, ses idéaux et ses passions. Chirac lâche Chaban, et il devient à 42 ans le Premier ministre de Giscard. La cohabitation entre deux est de plus en plus difficile, voire impossible. Chirac claque la porte de Matignon. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Chirac réagit aussitôt. Il se fait réélire député et surtout il prend d'assaut le parti gaulliste. Les barons de l'UDR ne peuvent résister à son esprit de conquête. C'est la naissance du RPR en 1976. Jacques Chirac, président du Rassemblement pour la République. Un an plus tard, avec insolence et détermination, malgré les sondages et les conseils, Jacques Chirac devient le maire de Paris. Commencent alors des années plus difficiles. C'est en 78 l'appel de Cochin, véritable pamphlet contre Giscard, alors président de la République. Chirac y stigmatise le parti de l'étranger et cela a des effets désastreux. Le mauvais score du RPR aux européennes et l'image de Chirac qui apparaît agité, influencé par ses conseillers, Marie-France Garot et Pierre Juillet, dont il se séparera peu après. 81, il est candidat au présidentiel, il est devancé au premier tour par Giscard et Mitterrand, mais déjà, il prend date pour l'avenir. Leur confiance me donne la force et l'espoir. Elle me sera précieuse pour continuer à défendre les idées auxquelles je crois et qui, un jour, je le sais, l'emporteront. 5 ans plus tard, Jacques Chirac prendra sa revanche avec la victoire aux législatives de 86. Il entre à Matignon. Un nouveau face-à-face commence. François Mitterrand aura l'avantage. Pour la deuxième fois, Jacques Chirac échouera au présidentiel. C'est pour lui la très sévère défaite de 1988. Je souhaite bonne chance à la France et bonne chance aux Français. Quoi qu'il advienne, tous ceux qui se sont rassemblés autour de ma candidature sont porteurs d'une espérance. Une fois de plus, Jacques Chirac rebondit. Aux législatives de 93, le RPR est le premier parti de France. Chirac offre Matignon à son ami de 30 ans, Édouard Balladur. Peu à peu, les relations entre eux deviennent exécrables. Jacques Chirac est de plus en plus isolé. Il part sillonner la France à la rencontre de milliers de citoyens anonymes. Voilà. Alors, je sais pas, je les donne pas, je les vends. Un baiser. Voilà. Tiens. On a découvert un Chirac complètement seul et complètement résolu à, disons, passer d'une carrière qui était belle, mais qui était accomplie, à un destin. Le destin, c'est la rencontre d'un homme et d'une idée avec un peuple. Après l'avoir souvent boudé, les Français ont jugé Jacques Chirac autrement, comme s'ils avaient senti que l'heure était venue pour cet homme de 62 ans d'être le président.
Revenons à aujourd'hui. L'une des clés de ce second tour, c'était le report des voix des extrêmes sur les deux candidats qui restaient en lice au second tour. Nous allons maintenant l'étudier en détail en rappelant que les votes blancs et nuls ont atteint très exactement 5,96% des suffrages et l'abstention 20,35%. Quant au résultat global, il est maintenant définitivement connu. Jérôme Catala. 52,6% des voix pour Jacques Chirac, 47,4% pour Lionel Jospin. Ce sont les résultats définitifs sur la France entière, DOM-TOM et Français de l'étranger compris. Des résultats qui permettent de dessiner la carte de la nouvelle majorité présidentielle. En bleu, les 2/3 des départements dans lesquels Jacques Chirac est en tête. En rouge, le tiers restant où Lionel Jospin l'a emporté. C'est dans les Alpes-Maritimes que le nouveau président de la République obtient son plus fort score, un peu plus de 65%, son plus mauvais dans l'Ariège. L'Ariège qui a offert en revanche à Lionel Jospin son meilleur résultat, près de 60%. Le sud-ouest donc, et surtout la région Nord-Pas-de-Calais, confirment leur ancrage à gauche. Jacques Chirac, lui, a notamment progressé dans la région parisienne, essentiellement dans le Val d'Oise ainsi qu'à Paris. Quant au report des voix par rapport au premier tour, ils sont plutôt bons pour les deux camps. Ainsi, les électeurs d'Édouard Balladur et de Philippe de Villiers se sont massivement portés sur Jacques Chirac. À gauche, report du même ordre des voix communistes sur Lionel Jospin. Quant aux 15% obtenus par Jean-Marie Le Pen au premier tour, 39% d'entre eux ont voté pour Jacques Chirac. 13% auraient suivi le vote blanc prôné par le leader du Front National. Commentaire avec vous, Alain Duhamel. 52-6, 47-4 pour le perdant. Quelle est la marge politique du nouveau président de la République ? Assez large. Assez large, d'abord parce que quand on vient d'être élu président, quel que soit le président, on a une légitimité, que les Français sont respectueux de ces élections, heureusement d'ailleurs. Ensuite, parce que finalement, le score est assez net. Ce n'est pas un score triomphal, ou ce n'est pas un score éblouissant, c'est un score intermédiaire entre ceux que François Mitterrand avait obtenus en 81 et en 88. Et puis parce que Jacques Chirac a une base parlementaire non seulement solide, mais même pléthorique, presque trop large. Puis je dirais que derrière ça, il y a la conscience du fait qu'ayant bâti toute sa stratégie électorale sur le changement, il faut qu'il le mette en œuvre. Et d'autre part, le fait qu'il y a maintenant une opposition puissante et qu'il y a un premier tour social avec 38% de protestataires qui sont exprimés, et ça, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Alors, 47,4 pour M. Jospin, c'était un score inespéré il y a 2 mois encore pour la gauche. Quel est l'état de la gauche aujourd'hui ? Disons que pour Lionel Jospin, c'est une défaite prometteuse et que je n'ai pas le souvenir qu'un candidat partant d'aussi bas et aussi tard arrive aussi vite et aussi haut. Et de ce point de vue, il a accompli une sorte de performance. Il faut se rappeler qu'il n'était pas du tout le candidat choisi par les socialistes au début. Michel Rocard aurait voulu y aller et n'a pas pu y aller. Jacques Delors aurait pu y aller et n'a pas voulu y aller. Jacques Lang rêvait d'y aller et les autres n'ont pas voulu. Non plus. Et Henri Emmanuelli avait envie d'y aller, mais ça n'a pas suffi. Je veux dire, avec tous ces handicaps de départ, arriver à ce stade-là sur une plateforme social-démocrate, c'est-à-dire quelque chose de nouveau en France, quelque chose de plus modéré, de plus responsable, de plus réaliste, c'était compliqué. Le problème, c'est maintenant que le soufflet ne retombe pas, c'est-à-dire qu'il puisse transformer ça, d'abord aux élections municipales le mois prochain, et puis que les logiques d'appareil ne l'emportent pas de nouveau à gauche sur les logiques d'opinion. Alors Alain, dernière question, vous qui étudiez le vote des Français depuis de nombreuses années déjà, est-ce que les électeurs français peuvent être satisfaits de cette élection ? Je crois que ça a été une élection beaucoup plus originale qu'on ne le pensait au départ et que souvent d'ailleurs certains l'ont dit pendant la campagne, parce que c'est une élection civilisée. Alors, évidemment, ça a surpris, une élection civilisée en France pour une campagne présidentielle. Elle était beaucoup plus réaliste comme thème que celle de 1981, et elle était beaucoup plus novatrice que celle de 1988. Alors, un certain nombre de Français ont été désarçonnés ou frustrés parce qu'il n'y a pas eu de corrida, qu'il n'y a pas eu de duel, qu'il n'y a pas eu de sang, qu'il n'y a pas eu de polémique, et qu'il n'y a pas eu de politique imaginaire. Bon, en réalité, il y a eu 2 programmes contradictoires, solides, réalistes l'un et l'autre, avec chacun une logique qui n'est évidemment pas la même, dans lesquels finalement les Français ne se sont pas si mal reconnus, puisqu'il y a quand même 4 Français sur 5 qui se sont déplacés aux urnes, que le taux d'intérêt pendant toute la campagne a été très élevé, y compris pour le débat qui était plus suivi qu'en 88, et que globalement, les Français sont apparus, disons, comme des Européens, non pas classiques, parce qu'on conserve nos originalités, mais apaisés. Et apaisés en période de crise, c'est une preuve de maturité. Merci Alain.
Le mois prochain, les Français seront encore appelés aux urnes pour les municipales, les 11 et 18 juin. Les scores du premier et du second tour des présidentielles, de la présidentielle plutôt, ne sera pas sans conséquences sur les positionnements des uns et des autres, notamment dans les villes où le Front National peut prétendre jouer les troubles faits. Exemple Marseille, où la droite hier soir est arrivée en tête pour la première fois depuis 1969. Des chiffres disséqués par les différents candidats à la mairie du Vieux-Port. Reportage de Patrice Velay et Jacques Garniche. Ils réclament les clés de la ville car elle est à prendre. Les jeunes UDF-RPR veulent capitaliser. La victoire de Chirac à Marseille, plus de 55%, leur a donné des idées. Mais il faudra battre le maire sortant, en difficulté dans les sondages. Vigourou y croit toujours. Ça prouve que pour les élections municipales, il n'y a plus que 2 candidats. Il y a M. Gaudin avec en fond de toile le Front National, et moi-même, je donne cet ordre-là par ordre de politesse, hein, car on ne voit pas comment cela pourrait être autrement. La droite, en tout cas, a le vent en poupe à Marseille. L'union fait sa force, baladuriens et chiraciens main dans la main. Gaudin-Muselier, c'est le ticket gagnant assuré si rien ne bouge d'ici un mois. Nous avons notre capital de voix qui est considérable et qui donc nous donne la possibilité de gagner la ville de Marseille. Ça maintenant c'est très clair. Le capital des voix de gens de gauche va être naturellement divisé compte tenu du fait que pour l'instant il y a déjà 3 candidatures de ce côté-là. Ça nous donne une force supplémentaire. La gauche unie derrière Jospin a fait hier à peine 45% des voix sur la ville. Divisée en 3 pour les municipales, quelles peuvent être ses chances de succès? Le candidat socialiste, allié au PC, ne désespère pas. Pour les élections locales, les élus de la gauche sont étant reconnus comme de bons gestionnaires, ils font un nombre de voix sensiblement plus élevé que ce qu'ils font pour des élections nationales. Mais le 18 juin prochain, une seule clé ouvrira la mairie de Marseille. Elle se trouve au fond des urnes. À Lyon, on votait également hier avec en arrière-pensée l'élection municipale de juin, surtout depuis l'annonce de la candidature de M. Raymond Barre à la mairie. Reportage Françoise Vallet, Philippe Fivet. À Lyon, où il n'était qu'en 3e position au premier tour, Jacques Chirac l'emporte avec près de 60% des suffrages. Les Lyonnais, qui avaient préféré Édouard Balladur, ont sans hésiter reporté leur voix sur le maire de Paris. Moi, je pense que les Lyonnais seront contents. C'est du centre-droite, oui. Voilà. Je pense que si ça avait été Balladur, le résultat aurait été peut-être encore plus important, c'est tout. Lyon, ville modérée, considérée comme une ville rouge au siècle dernier, n'a jamais autant été marquée à droite. Les 9 arrondissements donnent la majorité à Jacques Chirac. Il y a bien sûr le poids de M. Barre, il y a le fait que Lyon est inséré dans un ensemble, dans une région, dans un département nettement marqué à droite également. Raymond Barre, Octave, Joseph. Suite au bon score de Jacques Chirac, Raymond Barre, qui a annoncé officiellement samedi sa candidature au municipal, semble bien placé pour affronter une liste noiriste. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si Michel Noir sera à nouveau candidat à la mairie de Lyon. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la gauche a retrouvé une bonne partie de ses couleurs roses après une large série de débâcles électorales, même si le Front National a souvent dépassé la barre des 20% au premier tour. À Lille, la ville de Pierre-Mauroy a voté Jospin 53%, mais rien n'est joué. Reportage Benoît Gadret, Frédéric Gatineau. Taisez-vous! Taisez-vous, écoutez! Face aux militants RPR venus le chahuter devant sa mairie, Pierre Mauroy a bâti hier soir l'autorité d'un élu rassuré. Rassuré par le score de Lionel Jospin, qui à Lille recueille plus de 53% des voix. Si Chirac est majoritaire en France, moi je suis majoritaire dans ma ville. Je suis majoritaire dans mon département. Je suis majoritaire dans ma région. Je suis majoritaire dans la communauté urbaine de Lille. Et ça, tout de même, ça m'apporte beaucoup de réconfort. Lille retrouve sa gauche après les déconvenus du Parti socialiste aux législatives de 93. Pierre Mauroy a senti la menace et le renfort de Martine Aubry arrive à point. 2 ténors du PS, une majorité pour Jospin, voilà qui n'impressionne pas le challenger Alex Türk, qui compte avant tout sur sa campagne de proximité. Quand je vois aussi le nombre de gens dans les quartiers, notamment les quartiers en difficulté, les quartiers dits populaires, les quartiers qui soutenaient jusqu'à présent M. Mauroy, le nombre de gens qui aujourd'hui même sont en train de distribuer des documents pour moi et qui ont voté Jospin.
Si Pierre Mauroy a une longueur d'avance, rien n'est encore joué, car la campagne ne fait que commencer. Bordeaux maintenant, les résultats là-bas étaient également très importants pour celui que certains considèrent comme le prochain Premier ministre du président Jacques Chirac, Alain Juppé, qui, vous le savez, se présente à la succession de M. Jacques Chaban-Delmas. Gilles Marinet, Philippe Dumail, reportage. En offrant 51,21% de ses voix à Lionel Jospin, le département de la Gironde reste ancré à gauche, en dépit d'une érosion de presque 6% par rapport à 1988. À Bordeaux, par contre, la droite est toujours majoritaire. Mieux, elle se renforce. Jacques Chirac obtient 55,95%, soit 4,5 points de mieux qu'il y a 7 ans. Une progression qui, selon les fins connaisseurs de la vie politique bordelaise, doit beaucoup à la campagne menée par Alain Juppé pour succéder à Jacques Chaban-Delmas. Il y a indiscutablement, à mon sens en tous les cas, un effet Juppé qui a joué sur la candidature chiracienne à Bordeaux, c'est évident. Un effet Juppé qui visiblement hier soir réjouissait Jacques Chaban-Delmas. L'ancien Premier ministre ne verrait pas d'un mauvais œil son possible successeur à la mairie s'installer également à Matignon. Et à l'évidence, Alain Juppé a toutes les capacités et aussi la dimension pour être Premier ministre. À Jacques Chirac maintenant d'en décider, mais il est incontestable qu'à Bordeaux, plus qu'ailleurs, le résultat de la présidentielle pèsera lourd au moment des municipales. Dernière grande métropole régionale de Strasbourg, actuellement dirigée par la socialiste Catherine Trottmann, où Jacques Chirac a réalisé un bon score, 54%. Après avoir plus que flirté avec le Front National au premier tour, l'Alsace hier est revenue à ses premières amours gaullistes. Reportage Christine Boss, Sylvain Gauthier. À l'image de la nuit strasbourgeoise, calme, sans véritable manifestation de liesse populaire, l'Alsace a voté massivement, mais sans passion, pour Jacques Chirac. Après avoir placé Jean-Marie Le Pen en tête au premier tour, suivi d'Édouard Balladur, l'Alsace est rentrée dans le rang en votant à 58% pour le candidat gaulliste. Un score inespéré pour celui qui, au premier tour, ici, n'avait recueilli que 16,7% des suffrages, derrière Lionel Jospin. Cela signifie que la discipline de vote à droite a été très forte, que le report des voix du Front National a été plus favorable à Jacques Chirac, malgré de nombreux bulletins blancs. Bref, l'Alsace conservatrice est revenue à ses amours gaullistes. Essentiellement, il y a un retournement en faveur de nouveau du gaullisme, c'est-à-dire on revient à peu près 10 à 15 ans en arrière, si vous voulez, pour un parti qui peut-être avait été délaissé pour le Front National à cause des mots d'ordre, de la discipline, etc. Et que maintenant, les électeurs font confiance au parti de Jacques Chirac, au parti gaulliste de nouveau, pour reprendre un certain nombre de ses thèmes. Dans cette Alsace très ancrée à droite, quel avenir pour les deux municipalités socialistes de la région, Strasbourg et Mulhouse? Car dans les deux villes, Jacques Chirac améliore nettement son score de 1988. Mais à Mulhouse, c'est le Front National qui fera office d'arbitre. Quant à Strasbourg, Catherine Trottmann, portée par le succès du tram et la nouvelle dimension européenne de la ville, ne semble pas réellement menacée. Alors dès aujourd'hui, à l'occasion des cérémonies du 8 mai 1945, M. Jacques Chirac a pu à l'Élysée rencontrer les principaux chefs de gouvernements européens comme le chancelier allemand, M. Helmut Kohl, ou le Premier ministre anglais, M. John Major. Cette élection présidentielle en France a été particulièrement suivie chez trois de nos voisins les plus proches. Commentaire, Londres, Rome, Berlin. Jacques Chirac et Helmut Kohl à l'unisson. Lettre de félicitations du chancelier. L'amitié franco-allemande est plus que jamais indispensable pour affronter les défis de l'unification européenne. Discours du président élu à l'hôtel de ville. La construction européenne est gage de paix et de prospérité pour notre continent. Ils seront très vite, si la bonne entente dépasse le stade des mots. En juin prochain, M. Chirac présidera son premier Conseil européen à Cannes. Pour l'heure, les résultats font la une de la presse allemande qui souligne le retour des gaullistes à l'Élysée. Certains analysent aussi le rapport de force Chirac-Jospin. La France, écrit Die Welt, n'a pas seulement un nouveau président, elle a aussi un chef de l'opposition fort. Enfin, les caricaturistes font de l'irrévérence, celui-ci se demandant si le président Chirac pourra vraiment remplir l'espace jusqu'à présent occupé par François Mitterrand. Une formidable nouvelle selon John Major, le Premier ministre conservateur britannique qui, il est vrai, n'a pas eu autant de chance dans ses propres élections la semaine passée.
La presse dans son ensemble souligne le retour du gaullisme à l'Élysée, mais s'interroge sur la politique européenne de Jacques Chirac. Une énigme pour certains, d'autres soulignent les points de convergence évidents entre les conservateurs britanniques et la droite française. Le nouveau président, écrit The Independent, devra dire clairement où il entend établir l'équilibre entre une Europe à l'intégration plus poussée et une Europe où la France conserverait sa personnalité d'État-nation. Tous les titres s'accordent sur une période de lune de miel entre Londres et Paris, après la lettre d'amour envoyée cette nuit par M. Major. Je cite, « De ce côté-ci de la Manche, nous attendons avec impatience de pouvoir travailler étroitement avec vous et votre équipe sur les nombreux dossiers où nos intérêts coïncident. » Bref, on n'est pas très loin des embrassades chaleureuses, plus chaleureuses encore que les baisers de Charles et Diana hier à Hyde Park, qui bien sûr devancent à la une des journaux les amours du nouveau couple Chirac-Major. À en croire la presse italienne, la France serait une monarchie et son chef un roi. Ce sont en tout cas des métaphores monarchistes qu'utilisent la plupart des journaux pour parler des élections françaises, comme le Corriere della Sera, qui parle de la France qui a couronné Jacques Chirac, comme la Repubblica, qui dit que Chirac est devenu le roi de la France, ou comme le Messaggero, qui parle de la longue marche du roi Jacques. La plupart des articles saluent la ténacité de Jacques Chirac et saluent également une campagne qu'il qualifie de bonne qualité, une campagne qui, disent-ils, pourrait inspirer les hommes politiques italiens. Mais il se trouve également des éditorialistes, comme celui de l'Unità, le journal de gauche, qui titre sur l'inconnu pour l'Europe, des éditorialistes pour s'inquiéter de l'avenir de l'Europe. Ici, l'Europe est un sujet de consensus et l'on envisage avec quelque inquiétude de voir la France replonger dans un référendum sur l'Europe. Ça n'est pas, disent les journaux, une très bonne idée. Pékin a salué la victoire de Jacques Chirac, vieil ami du peuple chinois. À Moscou, Boris Yeltsin a exprimé dans un télégramme de félicitations son espoir de poursuivre les bons contacts personnels avec le nouveau président français. Et à Washington, on s'apprête à observer très attentivement le parcours européen de Jacques Chirac. Commentaire de nos correspondants Dominique Derda, Aubrier de l'Air. C'est en suivant les cérémonies commémoratives du 8 mai 1945 que les Américains ont pu glaner quelques informations sur l'élection de Jacques Chirac à la présidence française. Déjà peu enclin à suivre l'actualité internationale, le public ici réserve encore son attention à la suite de l'enquête sur l'attentat d'Oklahoma City. En revanche, la presse écrite, et notamment le New York Times, a traité plus profondément l'actualité politique française, offrant à ses lecteurs un portrait détaillé de Jacques Chirac, appelé le bulldozer conservateur. Insistant sur son opiniâtreté et le succès de sa persévérance, le quotidien souligne que la victoire du candidat Chirac marque bien la fin des batailles idéologiques en France. Chirac, c'est vraiment un homme du centre. Dans les termes américains, ça serait un républicain très modéré. Mais parce qu'en Amérique, Paris sera toujours Paris, certaines chaînes de télé n'ont pas manqué de rappeler que l'élection de Jacques Chirac restait un prétexte comme un autre pour porter quelques toasts. Il n'y a pas de journaux le lundi en Russie. Il n'y en aura pas demain non plus puisque c'est un jour férié, ni mercredi. Il faudra donc attendre jeudi matin pour savoir quelle place la presse russe accorde à l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République. La télévision en a bien parlé, mais sans commentaire particulier. Elle s'est contentée de reprendre le chaleureux message de félicitations adressé par Boris Yeltsin. J'espère, dit-il en substance, que nos bons contacts personnels se poursuivront dans l'intérêt de la construction d'une grande Europe unie et prospère. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, ils se sont rencontrés à de nombreuses reprises. Boris Yeltsin n'a pas oublié qu'en 1991, alors qu'il n'était encore que président du Soviet suprême de Russie, il fut reçu entre deux portes à l'Élysée, mais longuement par le maire de Paris. Les Russes pourtant ne se sont guère intéressés aux élections françaises. Mais Jacques Chirac jouit ici d'une réelle popularité qu'il s'est entretenue. Monsieur. Revenons à Paris avec des moments beaucoup moins officiels et convenus. Cela, le grand moment de la soirée d'hier sur France 2 et à la télévision française en général, il faut bien le dire, fut le parcours de M. Jacques Chirac dans les rues de la capitale. Souvenez-vous, suivi en direct par notre reporter Benoît Duquesne, qui émettait entouré de 4 motos émettrices. C'était un véritable exploit, motos émettrices de la SFP, qui transmettaient leur image vers un avion qui tournait autour de la capitale, au-dessus de Paris, pendant plus de 7 heures pour assurer ce direct. Cet avion renvoyait l'image vers nos studios, puis vers vos téléviseurs. Une performance technique du service public qui a permis aux Français
de suivre, seconde par seconde, les premiers instants du nouveau président élu, M. Jacques Chirac. Vincent Guyenne, Valérie Astruc, explication. Il est un peu plus de 22 heures. Des portes de l'hôtel de ville sort le nouveau président de la République. Il vient de sortir de l'hôtel de ville, vous devriez le voir. Le pari pourrait paraître fou, impossible. Suivre à la seconde et en direct la première sortie du nouveau chef de l'État. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac. Benoît Duquesne est à moto. Devant lui, 2 autres motos de la SFP équipées de caméras qui diffusent en direct ces images. Sur la rive gauche en direction de la place Saint-Michel. Un dispositif exceptionnel appliqué pour la première fois dans ces conditions. On a pu suivre le parcours de Jacques Chirac en pleine ville et de nuit. Au-dessus des motos, un avion qui capte les images et le son avant de les transmettre au studio. Toute la soirée, il tourne à la verticale des équipes qu'il repère grâce à un système satellite. Par sécurité, il vole à 3000 mètres d'altitude. Nous, on avait moins 2, moins 3 degrés de température extérieure, ce qui fait que même malgré le chauffage, malgré tout, c'était quand même un petit peu frais. Mais c'était détendu, c'est des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler, on est une équipe et tout le monde s'entend bien, et non, c'était quand même détendu. Malgré tout, on n'avait pas la chance de distinguer les voitures, alors c'est ce qui faisait la difficulté de la chose hier. On ne voyait pas les voitures et en plus on ne connaissait pas leur itinéraire. Donc au fur et à mesure, on nous indiquait leur position et on essayait au mieux de se repérer et de prendre en considération. Au sol, sur les motos, dont on aperçoit les antennes émettrices, des hommes assurent le direct. La prouesse est technologique, mais aussi physique. Nous, il faut qu'on soit sur l'action. Et donc, évidemment, il y a forcément bagarre, je dirais. Alors là, l'habileté des motards, bon, c'est primordial. C'est-à-dire que ce sont eux qui nous placent. Ce sont eux qui nous mettent au bon endroit. C'est-à-dire que le cadre, à 50%, c'est eux dans des conditions comme ça. Vers 23 h, Jacques Chirac rentre à l'hôtel de ville sous les yeux des téléspectateurs de France 2. Le pari est gagné. Voilà, une quarantaine de télévisions étrangères ont racheté ces images exceptionnelles. Chic, on va tous pouvoir être augmentés. Au premier comme au second tour, vous avez été massivement fidèles à France 2. Soyez-en chaleureusement remerciés au nom des techniciens et des journalistes qui ont beaucoup travaillé pour vous informer le plus rapidement et le plus complètement possible. Nous avons hier assuré 6h40 de direct intégral. Une soirée électorale, c'est beaucoup de frissons, d'émotions, de tensions, mais aussi parfois des moments de franc fou rire sélectionnés par France Arvois. À Rennes, hier soir, l'ambiance était très chaude. C'est le maire socialiste de Rennes. Ce maire socialiste a des soucis à se faire. À Paris aussi, mais dans un autre genre. Merci. Mais non, c'est son sosie, ça. Ah, oui. Ah, que vous êtes bon ce soir. Ah oui, que c'est pas Johnny. Et à Rennes, la température augmente. Des soucis à se faire. Je vais vous demander de vous pousser. A priori, je vous dirais a priori que non. 22 h. À Paris, c'est la chasse au président. Monsieur Chirac, un petit mot sur votre sentiment ce soir. Juste un mot sur votre sentiment. Vous êtes heureux ce soir? La soirée a ses prévenances. Faites attention de ne pas vous faire accrocher. Avec un petit côté franchouillard. En roulant en vélo, j'ai réussi à lui toucher la main, par la montée. Oh, c'est votre exploit du jour. Ouais, PSG, allez PSG. Et à Rennes, le journaliste souffre toujours. 49% des suffrages. Je vous dis simplement que dans l'ensemble des grandes villes de Bretagne, eh bien toutes ces villes restent à gauche et elles baissent de 4,5%. Pendant qu'au QG de Chirac, la soirée tourne à la mêlée. Monsieur François Barouin qui est à ses côtés, Monsieur Madeleine derrière, mariage. Il se réfugie au balcon, plus en sécurité, enfin presque, et à Rennes, le journaliste a fini de souffrir. Je crois que vous allez faire une entrée très digne dans le zapping de avec demain. la une de Watford. Nous allons tout de suite. 1 100 000 exemplaires. Voilà, c'était ça aussi hier soir, la soirée présidentielle. Dernier élément de cette journée, justement, Colombelles et 2 églises, lieu de pèlerinage pour tous les gaullistes et même pour beaucoup de Français.
On y attendait aujourd'hui Monsieur Jacques Chirac, il n'est pas venu, mais tout le monde là-bas espère sa visite demain ou dans les jours qui viennent avant la fin de cette semaine. À Colombey-les-Deux-Églises, Claude Sampère, José Boulestex. 80% des suffrages exprimés en faveur de Jacques Chirac. À Colombey-les-Deux-Églises, ce résultat n'est pas vraiment une surprise. Ici, revoir après 21 ans un président de la République issu de la famille gaulliste, cela réjouit tout le monde. Moi, je suis gaulliste, donc pour moi, Chirac, c'est de Gaulle. Revoir un président qui se proclame de la tradition gaulliste, c'est quelque chose qui est peut-être plus particulièrement ressenti à Colombey. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire. Ce matin, émotion et recueillement pour les cérémonies du 8 mai. Et quelques instants plus tard, petit commentaire de Monsieur le maire sur l'élection de Jacques Chirac. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est la continuité, la continuité dans l'esprit du général et puis de cette tradition qu'on cultive sur Colombey. Comment trouver ici un opposant? Regardez par exemple les pompiers du village. Nous sommes satisfaits, très contents, très joyeux. Heureux, très heureux. Très heureux, surtout à Colombey. Il y a 14 ans qu'on l'attendait. Vous êtes tous gaullistes? Oui. Colombey, tout le monde est gaulliste. De Gaulle est ici partout. Au village, on murmure ici ou là que Jacques Chirac viendrait demain se recueillir sur la tombe du général. Aucune certitude, mais ici tout le monde espère ce geste du nouveau président. À remarquer encore le livre qui est sorti le plus rapidement, puisque c'est aujourd'hui même, Chirac Présidence, aux éditions du Rocher, écrit par deux confrères du Parisien, qui ont même relaté dans les premières pages la soirée de France Télévisions consacrée à l'élection présidentielle. C'était hier soir entre 19h et 1h30 du matin. Voilà, nous poursuivons cette édition spéciale. Nous la confions à Étienne Lénart. Nous allons maintenant relater en détail les événements de la journée pour ce qui concerne les cérémonies anniversaires du 8 mai 1945. Étienne. Merci Daniel, merci Bruno. Effectivement, Madame, Monsieur, bonsoir. Une journée d'hommage et de souvenirs. Et avant de revivre ce 8 mai 1945 avec notre invité, avec également des documents d'archives, je vous propose de revenir sur les cérémonies à Paris ce matin. Olivier Chou était dans la foule des milliers de personnes, toutes générations confondues, qui assistaient au défilé. En fête de victoire en chantant pour les spectateurs ce matin, aux abords de la place de l'Étoile, c'était surtout le parcours du combattant. On est venu exprès pour ça. Qu'est-ce que vous allez faire? On va faire le tour, on va essayer d'y accéder. Au revoir. Certains ont donc choisi de s'installer presque à l'aube, bien en face de l'Arc de Triomphe, pour voir et complimenter l'armée française. Une armée qui s'était mise sur son 31. Dans la Légion étrangère, on n'a pas l'habitude de faire dans l'à peu près. Chez les motards de la garde républicaine non plus. Et comme l'amour donne des ailes pour ne rien perdre du spectacle, il y en a même qui sont prêts à faire des pieds et des mains. Mais l'attraction du jour, c'est autant le défilé que la présence de deux présidents. De la Dordogne, le nouveau président est de la Corrèze, pas très loin de chez nous. La petite, depuis qu'elle est née, presque, elle veut toujours voir Monsieur Mitterrand, et voilà quoi. Très bien, vous allez faire coup double, vous allez voir Monsieur Mitterrand et Monsieur Chirac. Espérons qu'on les verra. Vous l'emmenez voir le nouveau président de la République? Ah oui, tout à fait, parce qu'on est très contents tous les deux. Très contents. Moment d'émotion aussi avec le défilé des porte-drapeaux de chacune des délégations présentes. Dans la tribune officielle, un spectateur attentif, Helmut Kohl. Le chancelier allemand témoigne par sa présence de la réconciliation de l'Europe, 50 ans après.
Le général de Gaulle nous a appris une chose qui me rappelle toujours, que je me rappelle toujours. Il nous a toujours dit, dans la vie, il faut pardonner, mais pas oublier. Et de se retrouver ici 50 ans après, les peuples qui étaient en guerre, les chefs d'État rassemblés ici, ça a pour moi une très très grande... je suis émue. Ce matin, Paris saluait à travers la présence de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement l'Europe réconciliée et les Nations Unies, oubliant pour quelques instants qu'aux portes mêmes du continent, la guerre fait toujours rage. Voilà, sur notre plateau, invité de cette édition spéciale, le général Saint-Hillier. Bonsoir mon général. Bonsoir, vous êtes ancien chef d'état-major de la première armée. Vous avez mené toute la campagne... La première division française libre, pas la première armée. Pardonnez-moi, vous avez mené toute la campagne allemande. Je voudrais avoir un souvenir précis. Où vous trouviez-vous le 8 mai 1945, lorsqu'a été annoncée officiellement la fin de la guerre? Le 8 mai 1945, je me trouvais à Nice. Nous avions été désignés par... La division avait été désignée par le général de Gaulle pour conquérir les tentes, brigues qui avaient été laissées par Napoléon III à l'Italie par le traité de Turin de 1860. Il avait voulu qu'une division soit envoyée dans les Alpes pour renforcer le détachement d'armée des Alpes et puisse entrer jusqu'en Italie. Alors, on a vu le déroulement des cérémonies ce matin. Comment est-ce que vous les avez vécues? Est-ce que le fait que ce soit le 50e anniversaire était une journée particulière? Oui, c'était une journée particulière parce que mes idées ont évolué. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que les guerres étaient des guerres civiles, en quelque sorte, les guerres entre États. C'était Lyautey, d'ailleurs, qui avait eu cette magnifique expression. Et je pense qu'il est bon qu'il n'y ait plus jamais de guerre. J'ai été heureux de voir ce défilé parce qu'il se présentait bien. Et je vous avouerai que, ayant fait ma carrière dans la Légion étrangère, ayant le 18 juin 1945 défilé sur l'Arc de Triomphe à la tête d'un régiment de Légion étrangère, je me suis trouvé très fier de la présentation de ce matin et même très ému. Alors après Paris ce matin, Berlin cet après-midi, aux côtés des Allemands, les dirigeants des 4 puissances victorieuses du nazisme, une cérémonie au cours de laquelle François Mitterrand a prononcé son dernier grand discours. Philippe Arouard sur place. À 6h moins le quart à Berlin, toutes les cloches ont sonné pour associer la population qui vaque à ses occupations comme à l'ordinaire aux cérémonies du 8 mai. Elles ont lieu ici à huis clos entre grands, les 4 puissances victorieuses du Reich. Au Schauspielhaus, à 500 mètres de l'ancienne chancellerie où Hitler s'est suicidé le 30 avril 1945, la France avec François Mitterrand, les États-Unis, Al Gore, la Grande-Bretagne John Major, la Russie Viktor Tchernomyrdine ont été conviés par Helmut Kohl à prendre la parole. Mais d'abord, les Allemands ont pu entendre à la télévision leur président Roman Herzog dire que pour eux, le 8 mai représente une libération attendue de la barbarie nazie et l'instauration de la démocratie en Allemagne. Un thème revient dans les discours des dirigeants ici rassemblés. Tous les pays engagés dans les combats ont connu la souffrance et aujourd'hui, tous se tournent résolument vers la paix. Je ne suis pas venu célébrer la victoire dont je me suis réjoui pour mon pays en 1945. Je ne suis pas venu souligner la défaite parce que j'ai su ce qu'il y avait de fort dans le peuple allemand, ses vertus, son courage. Et peu m'importe son uniforme, et même l'idée qui habitait l'esprit de ces soldats qui allaient mourir en si grand nombre. Ils étaient courageux. L'Europe, nous la faisons, nous aimons nos patries, restons fidèles à nous-mêmes, relions le passé
et le futur, et nous pourrons passer l'esprit en paix, le témoin, à ceux qui vont nous suivre. Merci. Pour la première fois, l'Allemagne célèbre une cérémonie pour la fin de la guerre comme une nation égale aux autres. À l'approche de cet anniversaire du 8 mai, chaque année, les Allemands se reposent la même question. Quelle signification donner à cet anniversaire du 8 mai 1945? Correspondance de Bruno Albin. Eh bien, Étienne, c'est en fait une question que les Allemands se posent depuis assez longtemps. Le 10 mai 1945, c'est-à-dire 2 jours après la capitulation de la Wehrmacht, l'écrivain Thomas Mann, qui s'était adressé à ses compatriotes pendant toute la durée de la guerre sur les ondes de la BBC, avait soulevé cette interrogation. L'heure de la défaite, avait-il dit, c'est malgré tout l'heure du retour de l'Allemagne à l'humanité. Alors, plutôt que de parler aujourd'hui de la défaite, le 8 mai 1945 est plutôt considéré en Allemagne comme celui de la libération de l'oppression nazie. Ce que je crois également important de dire ce soir, c'est que cette commémoration du 8 mai n'est pas la commémoration d'un seul jour. Cet événement, ce débat défaite-libération, a été en fait présent dans la presse, à la radio, à la télévision, dans les livres depuis des semaines, pour ne pas dire depuis des mois ou même des années. Les Allemands sont peut-être plus que d'autres confrontés à l'histoire, à leur histoire, et ils effectuent génération après génération une sorte de va-et-vient permanent entre leur présent et le passé, entre le présent et l'histoire. C'est vrai à tous les âges, et il suffit de vivre ici pour se rendre compte que c'est également vrai tous les jours. Et après Londres, Paris et Berlin, tous les chefs d'État et de gouvernement se rendent ce soir à Moscou. Boris Yeltsin, on va le voir sur les images, a déposé ce matin une gerbe sur le tombeau du soldat inconnu. La Russie de Boris Yeltsin rend hommage aux soldats de l'armée rouge, les premiers à être entrés dans Berlin. Commémoration sur fond de polémique, puisque plusieurs chefs d'État ont fait savoir qu'ils n'assisteraient pas au défilé militaire, un signe de protestation contre l'intervention russe en Tchétchénie. Général Saint-Hillier, François Mitterrand disait cet après-midi à Berlin, c'est la victoire de l'Europe sur elle-même. Il parlait de celle de 1945 à laquelle vous avez participé. Est-ce que vous avez le sentiment que les guerres qui ont cours aujourd'hui en Europe donnent l'impression que l'on n'a pas retenu les leçons du passé? Bien, je pense que les guerres ne se présentent pas de la même façon, si vous voulez. Les objectifs sont souvent des haines raciales, ce qui complique beaucoup de problèmes. Tandis qu'autrefois, c'était plutôt des affrontements économiques qui provoquaient les guerres. Et je pense que l'Europe a cet avantage, c'est que nous sommes solidaires les uns des autres et que nous n'avons pas de risque immédiat, au moins dans la partie où nous vivons en Europe. En revanche, dans les pays qui sont nés pratiquement de la paix de 1919, la Yougoslavie, tous ces pays qui ont été fabriqués posent des problèmes, et des problèmes raciaux, de religion, de nature, et les guerres sont tout à fait différentes. Il y a une haine que nous ne connaissons pas dans une guerre normale. Je vous propose maintenant de revenir à l'évocation historique, nous en parlions tout à l'heure, de ce 8 mai 1945, des souvenirs, très nombreux bien sûr, mais des images aussi. Jean-Marc Ilouz. Le 7 mai à Reims, le chef d'état-major allemand avait signé la reddition sans condition. La cérémonie de signature de l'acte de capitulation, elle, n'aura lieu que le lendemain à Berlin même. Pour que la France y tienne son rang, le général Delattre, envoyé spécial du général de Gaulle, devra parfois jouer des coudes contre les Alliés. Et Paris libéré voilà 8 mois déjà, fête enfin ce 8 mai 1945 la victoire sur une Allemagne hitlérienne qui de défaite en défaite avait jusque-là refusé de déposer les armes. Cette joie immense monte comme une mer vers l'étoile. Et le général de Gaulle va, dans cette foule délivrée, parler au nom de tous. Mais la France meurtrie du 8 mai 1945 n'aura pas longtemps cette fois-ci le cœur à la fête. De ce jour, le général de Gaulle gardera le souvenir, je cite, d'une joie grave et contenue.
Car la défaite de l'Allemagne nazie ne sonne pas en France l'heure de la fin des pénuries. La chasse au marché noir reste une nécessité. Dès maintenant, la lutte est engagée. Chaque jour amène de nouvelles rafles dans les restaurants de nouveaux riches, dissimulés sous des façades trompeuses. Malgré l'aide alimentaire, surtout américaine, les tickets de rationnement resteront le lot quotidien des Français jusqu'en 1949. Et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la victoire contre le nazisme, c'est aussi le signal du retour pour près d'1 million de prisonniers de guerre. Évocation signée Didier Eppelbaum. On les a appelés les absents. Ils étaient en Allemagne pour la plupart depuis 5 ans, près d'1 million de prisonniers de guerre, 700 000 Français réquisitionnés pour le travail obligatoire, sans oublier bien sûr les 140 000 déportés. Les absents représentaient près d'1 homme français sur 10. Pour les rapatriés, la France réquisitionne 1 millier de véhicules. La SNCF doit faire venir des motrices d'Angleterre. Paris est libéré depuis l'été 1944, mais le rapatriement ne peut commencer qu'en décembre. Terrible déception, encore un hiver en Allemagne. Il faudra attendre le printemps 1945 pour les retours massifs, dans une France complètement désorganisée. Au Creusot, comme dans tous les centres industriels, on les attend avec impatience pour faire repartir les usines. 1200 ouvriers étaient prisonniers, ils reprendront peu à peu le travail. On les attendait, mais ce n'est pas le retour en chantant. Ils reviennent, mais ce sont des vaincus, ils ont été prisonniers, ils ne sont pas dans la même situation que leur père ou que leur grand-père qui avaient gagné la guerre de 1914-1918. Eux, ils ont perdu la guerre de 1940, et pourtant, ils se sont souvent battus avec acharnement en 1939 et surtout en 1940. La France célèbre, après la capitulation de l'Allemagne, le retour du 1 000e prisonnier de guerre. Jules Caron est accueilli triomphalement en héros national. Au printemps 1945, on a pu accélérer les transferts avec l'aide de l'aviation alliée. On craignait que le contact de ces hommes avec le pays ne soit rude et décevant. C'est Henri Freinet, chef de résistance et ministre, qui accueille en personne le 1 000e. Il savait que le vote des prisonniers allait peser lourd. Rien n'est ménagé pour le moral des rapatriés, ni l'émotion, ni les fleurs, ni même les actualités filmées de l'époque. On ne t'avait pas oublié, Jules Caron, 1 000e rapatrié. Qui disait donc que les Français ont la mémoire courte? Vous regardiez attentivement ces images, bien évidemment, avec l'émotion que l'on imagine. Quelles sont précisément les images particulières que vous gardez de cette journée-là? Du 8 mai 1945. L'image particulière, je me trouvais en Provence. Et par conséquent, il y avait une foule un peu, une pagaille un peu provençale, mais très sympathique. Et il y avait des résistants qui s'étaient joints à nous. Et j'ai été surpris par cette France nouvelle que je découvrais après 5 ans. Il y avait d'un côté des personnes qui nous accueillaient et d'autres qui nous surprenaient. Par exemple, nous les Français libres, nous n'avons jamais toléré de voir des femmes tondues dans la rue. Nous n'avons jamais toléré de voir les exactions qui ont été commises un petit peu partout, et nous avions laissé des bataillons pour empêcher justement... Ça vous l'avez immédiatement rejeté? Immédiatement rejeté. Et nous avons été surpris également de l'acharnement pour l'épuration, par exemple. C'était des choses qui nous avaient dépassé. Nous les Français, nous n'avions souhaité qu'une chose, c'est une espèce de réconciliation. Et pour vous donner un exemple, quand nous avons été engagés en Italie, la division avait besoin d'un régiment d'appui de tanks destroyers. Le régiment qui nous avait été affecté était le 8e régiment de chasseurs d'Afrique, qui avait cette caractéristique, c'est qu'il s'était battu contre nous au Levant. Eh bien, nous avons eu un appui vraiment remarquable de cette troupe, une amitié avec ces hommes, l'amitié qui était née au combat, vous voyez. Et nous n'avions aucun désir de vengeance contre eux.
quelque mal qu'ils aient pu nous faire auparavant ou mal que nous avons causé. Oui, vous parliez de réconciliation il y a un instant. On sait que chaque année, à l'occasion de cet anniversaire du 8 mai, il y a une polémique. Les soldats allemands doivent-ils participer aux cérémonies ou pas? Est-ce que c'est une polémique qui vous gêne, qui vous peine? Eh bien, je pense que pour le 14 juillet, ça ne s'imposait pas. Mais aujourd'hui, c'était tout à fait différent. Le 14 juillet est une fête nationale française. Par conséquent, elle appartient à la France. Alors je ne tiens pas du tout à avoir des contingents, à moins que ce soit des contingents alliés, comme nous l'avons vu en 1939, défiler sur les Champs-Élysées, les Britanniques qui étaient à ce moment-là nos alliés. Ils le sont toujours, bien sûr, mais enfin qui étaient prêts à s'engager à côté de nous en cas de guerre. Mais maintenant, ça ne me change pas du tout d'avoir vu les Allemands défiler. Je vous citerai des cas, par exemple, où j'ai rencontré des Allemands qui s'étaient battus contre nous et avec qui j'ai eu de bonnes relations. En particulier à El Alamein, où nous avons fêté le cinquantenaire de la victoire d'El Alamein, à laquelle nous avons participé, et nous avions beaucoup souffert. Nous avions perdu notre colonel, le prince géorgien, colonel Amil Akbari, et là il y avait des Allemands et nous avons eu beaucoup d'amis, un rapport amical. D'abord, nous avions beaucoup d'estime pour eux parce qu'ils se battaient bien. Je vous remercie infiniment, mon général, pour votre témoignage. Sans oublier le passé, mais résolument tourné vers l'avenir, je vous propose de regarder maintenant la collaboration étroite entre les armées françaises et les armées allemandes. Des manœuvres communes sont régulièrement organisées. C'est un reportage de Bruno Albin. Bord à bord, en mer du Nord, la frégate allemande Cologne et le ravitailleur français Durance. Un cap commun pour 5 bâtiments des deux pays engagés depuis 10 jours dans des manœuvres conjointes. Leur mission s'achèvera dans 2 semaines à Brest. C'est la 4e fois depuis 1992 qu'ils s'entraînent ensemble. Cette année, le groupe est commandé par un officier allemand. Dans des opérations de ce type avec la France ou au sein de l'OTAN, la Bundeswehr voit aujourd'hui bien au-delà de ses propres frontières. L'Allemagne est désireuse de servir la paix mondiale. Son armée est un instrument de cette volonté politique. C'est un signe des temps, un pas de plus vers la normalité. Ça m'intéresse beaucoup ces rencontres internationales, la collaboration entre nations. Ça fait bouger les esprits, ça ouvre les yeux sur d'autres problèmes, de sorte que les nôtres nous paraissent plus petits. La Bundeswehr est une armée jeune, à l'image des marins qui servent sur le Cologne. Aujourd'hui, ils sont dans le golfe de Gascogne où ils participent à un exercice avec 9 marines alliées, dont celles des États-Unis et du Canada. Le 8 mai, c'est pour eux le jour où s'est ouverte une nouvelle page de l'histoire allemande. Que pensent-ils de leur métier? C'est un job patriotique, en rapport avec la patrie. Mais il n'est en aucune façon nécessaire d'être patriote pour être soldat. Et un soldat n'est pas forcément patriote. L'un ne dépend pas de l'autre, pour moi en tout cas. Ces jours-ci, à bord du Cologne, on parle anglais, langue de travail de l'OTAN. Il y a aussi des officiers américains et polonais. En Europe, aux États-Unis, les soldats allemands participent à des programmes d'échange. Évolution inévitable. Nous avons observé nos alliés, les marines amies. Nous avons vu comment elles remplissent leur mission. Et nous avons compris que si nous voulions tenir notre part dans le concert des nations, quel devoir nous incombait et ce que nous devions faire. Ces canons-là ont été montés sur le Cologne, bâtiment ultramoderne, lorsque la Bundeswehr l'a envoyé transporter des troupes en Somalie, dans le cadre des opérations de l'ONU. La frégate vient aussi de croiser dans l'Adriatique pour surveiller l'application de l'embargo sur les armes à destination de l'ex-Yougoslavie. D'autres unités de la Bundeswehr participeront le cas échéant à la protection du départ des casques bleus de Bosnie. L'armée allemande est aujourd'hui une armée comme les autres, parmi les autres. Alors mon général, c'est une initiative que vous jugez positive? Eh bien, j'ai vécu personnellement des combats où nous étions très mélangés, si vous voulez. En Norvège, nous étions engagés à côté des Anglais, des Polonais. Et cette collaboration avec l'Allemagne? La collaboration avec l'Allemagne, c'est une chose qui est possible, mais il faut conserver tout de même une certaine unité dans les divisions, de façon à garder un esprit, si vous voulez. Je ne sais pas si le mélange des langues est une chose qui participe à l'efficacité.
Merci infiniment, Général Saint-Hillier. Nous sommes obligés de rendre l'antenne puisqu'il est 21h30. L'évocation de ce 8 mai 1945 se poursuit ce soir sur notre chaîne. Le Ça se discute de Jean-Luc Delarue, dans un peu moins d'un quart d'heure, aura ce soir pour thème à quoi servent les commémorations. Et vous retrouverez vers minuit le dernier journal en compagnie de Catherine Sellac. Merci beaucoup de nous avoir suivis aussi tard. Excellente soirée, à demain, 20h. Bonsoir.